Alors, en direct, bonjour de la Web TV. Et là, il faisait trop chaud dehors. En fait, on s'est mis un peu à l'intérieur parce que le soleil commençait à cogner. On imagine l'effort que vont produire nos coureurs sur ce 82 km. Et ils vont arriver justement en pleine chaleur sur cette place du Triangle de l'Amitié. On est à l'intérieur. Ici, on vous montrera tout à l'heure le dispositif. Et puis, on va peut-être parler aussi un peu alimentation, hein, car on a un invité ici, un sponsor des courses du Marathon du Mont-Blanc. Il s'agit de Guillaume Pichot. Bonjour Guillaume, alors tu es responsable du sponsoring chez Isostar et vous êtes bien présent, hein, on l'a vu notamment aussi sur les cartes, ouais. pour les ravitaillements, hein, c'est bien ça. Ouais. Donc on est partenaire en effet du Marathon du Mont-Blanc, donc on accompagne le marathon notamment en fournissant des produits énergétiques pour les ravitaillements. Avec notamment 1200 litres de boissons énergétiques et des bars, donc pour aider tous les concurrents à aller au bout de leurs défis. Et en effet, on a mis en place des petits parcours nutritionnels. L'idée, c'est vraiment de reprendre le profil de la course en venant donner des conseils sur quoi consommer à quel moment en fonction des difficultés du parcours et du temps que chacun va passer dessus. Alors, c'est pas trop difficile parce qu'on dit qu'il faut un peu individualiser, mais je suppose aussi qu'avec la massification, le nombre de personnes, il faut donner en fait des conseils de base. C'est bien ça? Oui, alors en fait, on part du principe, on construit. Moi, je construis un peu ces parcours comme si c'était moi qui allais faire la course. Donc, on dit bien que c'est des conseils génériques qu'il faut adapter à chacun. Donc voilà, on communique, ça donne, disons, une idée de le gel, on le prend à quel moment, la barre, on la prend à quel moment. Après, c'est sûr que c'est en fonction aussi du temps de chacun. Donc après, on invite les gens à venir sur notre stand et là, on peut individualiser les conseils en disant voilà, vous allez passer plutôt 8 heures au lieu de 6 sur cette course. Donc on va mettre un peu plus de gel à cet endroit, un peu plus de barre ou un peu moins si la personne va plus vite, bien sûr. Alors, on évoquait ce matin justement sur ces courses du Mont Blanc plusieurs formats. Et puis, c'est vrai qu'on voit des formats un peu plus athlétiques où on peut courir quand même sur le kilomètre vertical, même si on va marcher, mais on va marcher très vite avec un degré d'intensité en fait, où on peut vraiment aller haut dans les tours. Et on a aussi une différence quand même avec le 82 km. La gestion, a priori, de l'alimentation est quand même assez différente par rapport aussi à l'hydratation. Hein, et donc, il y a quand même des choses particulières, non? Oui, bien sûr. Nous, pour l'hydratation, le conseil assez générique, c'est boire toutes les 15-20 minutes. Besoin ou pas besoin, parce que dès qu'on le ressent, c'est que c'est trop tard. Après, souvent, les gens croient qu'il faut prendre un gel tous les X kilomètres. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut se baser au temps passé. L'organisme il va avoir des besoins tous les temps donnés. Et il va falloir avoir un apport énergétique, donc sous différentes formes, mais tous les temps donnés et pas se fixer plutôt un kilométrage, parce que 10 km passés sur un parcours, je ne vais pas les passer le même temps que mon voisin. Il va aller soit plus vite, soit moins vite, et du coup, les apports énergétiques ne vont pas du tout être les mêmes. Oui, on voit des images d'ailleurs en direct. Enfin, nous, on est en direct, mais de ce matin, sur la montée du Brévent. Il y a aussi la gestion du froid, on imagine, et du chaud. A priori, ce qu'on dit, c'est qu'il faut boire moins sucré ou manger moins sucré quand il fait chaud. Ouais. Alors nous, nos boissons sont isotoniques, donc ça veut dire qu'on est sur une boisson qui a la même pression que le sang, donc qui va faciliter les échanges donc de l'eau, donc ça va hydrater plus vite que de l'eau, et puis ça va apporter les glucides plus rapidement. Après, en effet, quand il fait chaud, le plus important, c'est l'hydratation. Donc peut-être sous-doser les boissons, se mettre en hypotonie pour privilégier l'hydratation. Là, typiquement, sur ces épreuves ce week-end, il fait tellement chaud que ça va être le grand piège. Donc il va falloir beaucoup boire et il va falloir penser vraiment à peut-être sous-doser les boissons pour vraiment privilégier l'hydratation, sachant que la plupart du temps, les gens, tout ce qui est besoin énergétique, glucidique, ils le trouvent dans les gels, dans les bars. Donc voilà, sur les boissons, peut-être faire attention et en effet, les sous-doser un peu moins pour vraiment aller sur de l'hydratation plus que sur de l'énergie. En fait, vous avez des athlètes ambassadeurs, on va y revenir, mais vous essayez aussi d'analyser les retours parce que on sait très bien que, par exemple, là, on a le cas typique, hein, sur un 90 km, on est dans l'ultra. Et souvent, les problèmes d'abandon aussi sont liés aux problèmes qu'on appelle hépato-digestifs, hein, c'est-à-dire aussi bien au niveau de l'estomac que de l'intestin, etc. Et est-ce que vous prenez en compte les retours, justement, par rapport à ces possibilités d'abandon, ces possibilités, justement, de prise en compte de la chaleur, du froid, etc. Oui, bien sûr. Donc, en effet, on a plusieurs athlètes. On a par exemple Xavier Thévenard, donc, qui est du team ASICS. On a Sylvain Court, qui est tout récemment champion du monde. Et puis, on a surtout notre team Trail. Donc, nous on travaille avec eux. L'idée, c'est qu'ils nous font des retours. Alors, déjà, sur les produits qu'on a développés, en nous disant
on peut les améliorer, alors soit le conditionnement, soit carrément la recette. Et puis, ce serait bien de développer ce genre de produit. Par exemple, aujourd'hui, il y a une énorme demande sur le salé. Parce que, comme tu le dis, sur un ultra, tu as un effet de saturation sur le sucré qui est quand même très souvent rencontré par tous les coureurs. Et donc, nos athlètes nous poussent à développer ce genre de gamme. Donc, on écoute leurs conseils. Alors que c'est basique, hein, ça va de la formulation au parfum. Et on essaye derrière de briefer notre service recherche et développement qui va développer des produits pour répondre au mieux à leurs attentes. Et voilà, l'idée, c'est de se dire si ça va, entre guillemets, aux élites, ça ira forcément aux gens en dessous, quoi. D'accord, oui, c'est vrai que aussi on parle sur les thématiques justement de l'ultra trail de switch, hein, parce qu'à un moment donné on est dans une grande fatigue. Ce qu'il faut faire attention, je suppose aussi, c'est le manque de lucidité et on dit faut manger ou s'hydrater à petite dose tout le temps. C'est ça. Est-ce que maintenant on a compris? Parce qu'on parlait tout à l'heure, en fait, avec Lucie Lacroix ou Yves Laprès, de l'évolution, en fait, parce que c'est un sport jeune, l'ultra-trail. Est-ce que la prise en compte, maintenant, on peut dire qu'il y a vraiment une particularité sur des ultras ou sur des courses plus rapides et qu'il faut, là, en fait, donner le conseil de manger tout le temps, mais à très petite dose? C'est ça, en fait, le but, l'idée, c'est d'avoir une glycémie qui est stable. Donc, éviter d'avoir une glycémie qui chute, la relever d'un coup parce qu'on mange d'un coup. Donc, c'est vraiment tout le long de la course d'avoir une glycémie qui est parfaitement stable, donc en s'alimentant un peu tout le temps. Donc ça, les gens le comprennent. De plus en plus, on sait que voilà, les gens s'alimentent correctement. Après, c'est aussi à nous, parce que c'est, comme tu le dis, c'est un sport qui est jeune. En plus, il y a une massification de la pratique. Donc, il y a des gens, des fois, qui sont pas très alertes, qui vont sur les courses et voilà, qui ont encore des soucis d'alimentation. Et en effet, il y a l'entraînement. Ça, c'est une chose. On peut pas arriver pas préparé, mais on peut pas aussi arriver sur une course en n'ayant pas préparé sa stratégie nutritionnelle. Ça va pas on va pas avoir le jour de la course, pendant la course, tiens, j'ai besoin d'un gel, je le prends au hasard. Non, faut partir en fait avec sa carte, sachant qu'est-ce que je prends, à quel moment, et puis s'y tenir. Ouais. Tu évoques en fait le fait de s'entraîner à s'alimenter. Déjà, ça passe aussi par l'entraînement, par les sorties longues qu'on va faire ou dans les entraînements intensifs. Donc ça, c'est un premier principe, je suppose. Et puis aussi ne pas innover. Souvent, on voit des personnes, là on parle, c'est vrai, d'Isostar. Bon, d'autres personnes vont prendre un produit parce qu'on va leur dire c'est très très bien comme produit, ils vont le prendre et le corps n'est pas habitué. Donc je pense qu'il faut s'habituer déjà à l'entraînement aussi, ne pas innover, c'est-à-dire s'habituer déjà aux gammes sur les entraînements et en même temps pas innover la veille. Tout à fait. Alors ça, c'est le premier conseil qu'on donne aux gens quand ils viennent sur notre stand, c'est est-ce que vous avez déjà consommé des gels de notre marque ou d'autres marques, parce que les gels, c'est quand même c'est un concentré glucidique, on peut avoir des retours gastriques parce que juste c'est très concentré, il y a une petite pointe d'acide. Donc on leur dit clairement, n'essayez pas le jour de la course. Faut le préparer à l'entraînement. Quand on prépare des ultras, on fait des sorties longues. On doit consommer ces produits-là avant. Gel, boisson, barres, pour être sûr de pouvoir les digérer. Donc voilà, pareil. Nous, on a nos produits Isostar. Après, c'est comme une paire de baskets. Enfin, il y a des gens qui vont adorer nos produits, puis d'autres non, ça passe pas, et qui vont aller sur d'autres produits. Donc le but, c'est vraiment de tester, de se faire son protocole personnel qui marche le mieux et de s'y tenir. Oui, alors on parlait d'innovation, etc. Mais est-ce que vous avez l'intention de faire un peu des produits différents et vous en faites déjà, par exemple, sur les formats très très longs parce qu'il peut y avoir une gamme peut-être complètement différente par rapport à un effort comme de kilomètres vertical, puisque ce sont quand même deux efforts complètement différents. Et oui, sur les efforts courts, on va partir, par exemple, je prends l'exemple du gel, donc sur un gel booster qui va vraiment avoir un effet coup de fouet à un instant T, qui va pas avoir un effet qui va se prolonger dans le temps. Et puis sur l'ultra, on va plutôt partir, par exemple, sur des compotes. Alors, on sait des formats qui sont différents, beaucoup plus doux, assimilables un peu plus, de la même façon, mais qui vont avoir une diffusion beaucoup plus lente avec des sucres comme le fructose qui vont avoir une diffusion plus lente malgré que sucre simple. Et donc là, c'est plus adapté à ce genre d'effort où au final, c'est tellement long qu'il n'y a pas besoin d'avoir un coup de bourre à un instant T, mais plutôt avoir une forme sur la longueur. On le constate quand même. Et quand, en tant qu'entraîneur ou même en dehors, en étant simple spectateur, on se rend compte que sur les thématiques de l'ultra notamment, et dès l'instant le trail fait plus de 4 heures, on va dire, il y a toujours cette thématique de l'alimentation. Les gens, finalement, on s'aperçoit qu'ils ne savent pas non seulement s'alimenter en course,
avant, pendant, après aussi. Donc, il y a vraiment une stratégie à avoir et se dire qu'il y a un gros pourcentage quand même de réussite où souvent on commet des erreurs finalement qui peuvent entraver toute la préparation. Et oui, je pense que voilà, l'entraînement qu'on fait avant, ça nous permet de viser un chrono. Après, pour s'y tenir et pour le faire, ce chrono, il va falloir s'alimenter correctement pendant la course. Et c'est vrai que souvent, les gens viennent des épreuves plus courtes. Ils montent les distances. Sur les épreuves plus courtes, si on est un peu négligent de côté alimentation, ça peut encore passer. Mais les gens partent de ce principe, montent sans faire attention à l'alimentation. Alors que passer 40 km sur un trail, on ne peut pas partir la main dans les poches en se disant bon, je verrai sur les ravitaillements, je prendrai peut-être une barre ou je boirai un verre de coca. Non, faut vraiment, c'est ça qui va déterminer, je pense, à quasiment la moitié la performance qu'on va faire le jour J. Donc ouais, c'est très important. Et après, nous, on a conscience que la nutrition, c'est quelque chose de difficile. Prendre un gel, quand, pourquoi faire, combien de temps ça dure. Ça, les gens, ils nous posent toujours la question. C'est vrai qu'il y a une grosse partie pédagogique que nous, marques de nutrition, on doit avoir. C'est pour ça qu'on fait typiquement les petits parcours pour vraiment aider les gens. Derrière, comme ça, s'ils font une autre course, en partant de la logique de ce qu'ils ont fait sur des courses précédentes, ils peuvent reconstruire leur parcours nutritionnel, parce qu'au final, un gel, ça va toujours avoir le même effet. Ça va être à prendre à peu près toujours dans les mêmes conditions pour aller au bout. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on est en perpétuelle évolution dans l'alimentation en course, aussi sur la gestion, parce que tout à l'heure on évoquait en fait le coureur sur un 90 km comme aujourd'hui, avec la chaleur, il y a une adaptation. Et puis à un moment donné, il va falloir ce qu'on appelle, j'aime bien ce terme-là, gérer ses défaillances. Ouais. Parce que les gens n'acceptent plus forcément la douleur, n'acceptent plus forcément d'avoir des défaillances. Et finalement, l'ultra, la douleur, les mal au ventre, puisque a priori, on n'a que 10-20% de la masse sanguine pour la digestion. Donc rendez-vous compte, tout le reste va dans les jambes. À l'effort, ça veut dire qu'il faut qu'ils acceptent de s'alimenter, un petit peu sous-alimenter, mais avec les produits et adaptés qu'il faut. Et oui, comme tu dis, et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, pas manger beaucoup, parce qu'en effet, si tu manges beaucoup, tu vas augmenter le débit sanguin dans tous tes viscères, et du coup, tu vas en avoir moins dans les muscles, et c'est aussi pour ça que derrière, tu vas avoir des coups de mou, des douleurs musculaires qui vont s'accentuer, parce que l'idée, c'est pas de mettre tout le sang pour la digestion. Et non, ce qu'il faut pour t'alimenter correctement, aller au bout de l'effort. Mais le but, c'est quand même d'avancer, donc de privilégier l'effort musculaire. Oui, on parlait, évidemment, on peut aller un petit peu plus loin. On aura aussi une gestion tout à l'heure, des questions par rapport à l'ultra et aussi dans ces logiques de limites de performance, notamment qui peuvent aller jusqu'au dopage. Mais au-delà de parler du dopage, vraiment, parce que c'est un sujet vraiment particulier, ça concerne vraiment, on va dire, une petite population minime, très très minime, mais c'est aussi le fait, par exemple, de ne pas accepter la douleur. Et je pense que vous avez ce même regard, c'est-à-dire bien s'alimenter. Attention, par exemple, aux anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont en vente libre, qui permettent finalement d'annihiler la douleur, mais qui ont des causes terribles sur les reins, par exemple. Donc, il faut vraiment faire attention à ça et pas se dire il y a des produits miracles, en fait, c'est ça? Non, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Sinon, ce serait beaucoup trop facile. Et quand on prend le départ d'un 80 km, on le sait, et même un 40, on sait qu'on va souffrir. C'est dur, c'est long. C'est déjà pas donné à tout le monde de faire ce genre d'épreuve. Et forcément, pendant la course, on va avoir un coup de moins bien. Et là, faut être préparé, faut être fort psychologiquement pour surmonter, se dire que ça va passer. Et il faut surtout se dire que dans une course, oui, il y a des coups de moins bien, mais derrière, il y a forcément des coups de mieux. Donc il n'y a pas de produit magique. Le but, c'est de gérer son effort, de gérer son alimentation. Quand ça va un peu moins bien, serrer les dents, et ça ira forcément mieux dans les heures qui arrivent. On l'a bien compris, l'alimentation raisonnable, raisonnée, tout comme l'entraînement d'ailleurs, quand on est entraîneur, raisonnable, raisonné, c'est important, et surtout d'individualiser aussi. Je pense que les gens pensent qu'il y a des recettes miracles, ils pensent que le champion va prendre tel produit, donc il ne faut pas le copier, il faut adapter cette alimentation sur les produits, et on pense justement à la marque Isostar, il faut l'adapter à vous-même, c'est-à-dire que peut-être que vous aurez besoin de moins manger, de moins de sucre qu'un athlète de haut niveau qui lui va avoir une grosse dépense
peut-être le double au niveau énergétique, c'est ça? Et oui, et puis chacun a ses besoins métaboliques propres. Enfin, demain, je peux courir à côté de quelqu'un, on va faire le même temps, le même parcours, et pour autant, il va consommer 2 fois moins ou 2 fois plus d'énergie que moi. Donc voilà, le but, encore une fois, c'est de tester, de bien se connaître à l'entraînement, d'avoir les bons réflexes, de voir ce qui marche pas, de voir ce qu'on assimile. Peut-être les gens n'assimilent pas les gels, partir sur de la pâte de fruits, ça va avoir le même effet, mais d'une forme différente. Donc voilà, c'est vraiment de l'individualisation comme... encore une fois, comme une paire de chaussures qui va très bien marcher avec mon voisin et puis moi qui va me faire des ampoules. Ouais, on voit le passage là, ici, magnifiques images. On remercie la régie derrière et tous ceux qui sont sur le terrain depuis ce matin, depuis très très tôt, voire ils n'ont pas dormi. Mais là, l'image des images de la tête au vent, on voit ici. Donc on a pu voir le passage des premiers, mais on pense aussi à tous les concurrents de ce 80 km. On voit aussi la gestion de course. On marche, on court. Et c'est ça qui est dur, en fait, parce qu'on a des portions de montée où il faut donner vraiment avoir un effort assez violent, cardio-respiratoire. Et puis, dans les descentes, le changement, c'est le côté musculaire, articulaire. Et là, il y a vraiment des changements. Et donc, le corps ça doit s'adapter, en fait, à ça. Et c'est important, je pense, de mettre en place des portions. Parler tout à l'heure de pacing, c'est l'avenir du trail, c'est-à-dire c'est vraiment la gestion aussi psychologique des portions et en même temps d'être sûr de son alimentation et de sa gestion de course. Ouais, tout à fait. Faut connaître le parcours et par exemple parfois ça va être en montée c'est dur. En descente, c'est plus facile. Et puis, des fois, il y a plein de portions plates où on va vouloir, parce qu'on a un regain d'énergie, on a des bonnes sensations, on va vouloir accélérer. Et le risque, c'est de le payer par la suite. Donc voilà, comme l'alimentation, en fait, faut avoir un plan. Les gens qui partent sur ce genre d'épreuve visent un chrono. Ce chrono correspond à une allure moyenne qu'on doit respecter. Et surtout, pas se laisser piéger par un moment où on se sent trop bien et vouloir accélérer. Parce que sur 80 km, on le disait tout à l'heure, pour tout le monde, même pour les premiers, c'est dur à des moments. Et ce qu'on fait trop vite à des moments, on risque de le payer par la suite. Ouais, tu pratiques aussi le trail running. Donc, est-ce qu'il faut être coureur pour être chez Isostar? C'est mieux pour comprendre les problématiques, trailer ou autre. Mais quand on fait du sport, c'est tout de suite plus pratique. Déjà, on consomme les produits, on connaît les souffrances que peuvent connaître les gens pendant les épreuves. Donc derrière, le conseil est plus facile et puis c'est plus sympa surtout. Oui, alors les prochaines échéances, des projets avec la marque, on voit que vous êtes présent de plus en plus dans le milieu du trail running et vous faites des projets aussi divers. La semaine dernière, il y avait une épreuve contre le soleil, ouais. Pardon. Contre le vent, c'est autre chose, mais d'essayer de battre le record du Tour de Mont Blanc contre le soleil. Je crois que 4 équipes sont parvenues à faire moins du chrono, je crois que c'est 14h42, quelque chose comme ça. Ils ont fait 14h02. Donc, des projets comme ça vous plaît aussi parce qu'on innove, c'est ça? Ouais, alors là c'était un projet où on a suivi le team ASICS Trail, donc, ASICS qui organisait ça. Pour nous, c'est important, c'est le genre de défi qui nous plaît. En plus, c'est original pour le coup, faire le tour du Mont Blanc en battant le soleil, c'est très sympa. Il y avait une problématique internationale, donc nous, c'était intéressant d'accompagner des équipes qui venaient d'un peu partout. Et puis... On voit là, la gestion en même temps, c'est bien parce que ça tombe bien, c'est la gestion des postes de ravitaillement. Voilà. Et ces défis, en fait, aussi, sont des choses différentes que des courses en ligne qu'on a ici, mais dont vous êtes présent aussi parce que c'est un contexte international aussi cette année. Donc, c'est vrai que ça bagarre un petit peu plus. Maintenant, c'est moins franco-français, on va dire. C'est plus international, c'est plaisant aussi. La pratique augmente, donc forcément ça attire beaucoup plus de gens. Nous en France, on a des terrains de jeu qui sont juste extraordinaires. On est très bon, champion du monde avec Sylvain. On est très bon. Et puis même, si on va un peu plus loin dans le top 10, on a quand même pas mal de Français. Donc voilà, on a des super terrains de jeu, des super paysages. Ça attire beaucoup d'étrangers. Là, on le voit sur la participation, j'ai pas en tête le pourcentage, mais à mon avis, on doit pas être loin de la moitié. Tout à fait. Et donc nous, on est une marque européenne, donc c'est indispensable pour nous, en plus, un super événement, d'accompagner ce type d'événement. Oui. Ouais. Alors, les ravitaillements, les chiffres, on en parlait au début, ça représente beaucoup en quantité. Ouais, on est à peu près à 9000 bars donc distribués et 1200 litres de boissons. Donc l'idée, c'est quand on construit le plan avec les organisateurs, l'idée c'est de se dire faut qu'il y ait pour tout le monde.
Faut pas qu'il y ait trop, faut pas qu'il y ait pas assez, mais voilà, faut qu'il y ait la bonne quantité pour que tout le monde puisse recharger ses camels, à prendre une barre, sachant qu'on sait que les gens aussi partent maintenant de plus en plus équipés. Ouais. Il y a un petit compromis, une petite question aussi. C'est vrai qu'on parle de développement durable, on voit la montagne est magnifique. C'est pas trop difficile parce que on est sur un paradoxe en fait sur le développement durable, sur le côté économique qui est important dans le développement durable, sur le côté sociétal avec les personnes qui pratiquent, sur la santé. Donc là, vous y êtes à l'intérieur. Et puis sur l'environnement, c'est un petit peu plus difficile parce que on a l'emballage, on a, vous voyez. Donc comment vous faites en sorte de justement de retrouver ce compromis? Après, vous y travaillez on y travaille dans le sens où on essaye de faciliter nos emballages, d'en mettre le moins possible. Quand on livre nos produits aux organisateurs, c'est dans des conditionnements qui sont spécialement conçus pour le sponsoring. On enlève tous les cartons, c'est du vrac. Donc déjà, ça enlève pas mal d'emballage. Et après, on a la chance quand même en travail, je trouve, d'avoir des participants qui sont très respectueux de l'environnement, qu'il n'y a pas forcément dans le sport, donc qui vont pas aller jeter leur gel, qui vont pas jeter leur papier de bar. Après voilà, c'est difficile de faire la police, on peut pas être malheureusement sur la course derrière eux à ramasser si les gens jettent. Mais voilà, c'est un peu le travail, un peu de tout le monde. Nous on essaye de mettre le moins d'emballage possible. Les coureurs essayent de pas trop jeter. Les organisateurs font attention aussi. Et puis dans l'ensemble, on a quand même des événements qui sont très propres. Je vous rappelle à l'écran, c'est pas Alex Nichols, c'est pas l'Américain que j'ai à côté de moi parce qu'il serait déjà rêvé. Ça veut dire qu'il aurait été très vite. Et Alex Nichols est encore en course et on l'attend vers 14h34 selon Ludo, 14h40 selon moi. Non, on n'est pas, je vous rassure, avec Alex Nichols. Ceci dit, on est avec Guillaume Pichouk du team Isostar. Gros merci d'être avec nous. C'est vrai qu'on a parlé de l'alimentation, du développement durable, etc. On peut parler aussi, pour l'évolution peut-être à l'avenir du trail running, parce qu'il faut parler aussi des perspectives de responsabilisation, en fait. Responsabilisation, c'est pas que sur l'alimentation, c'est aussi, on le voit, sur le matériel. On est obligé d'être derrière les personnes, de leur dire quel matériel il faut avoir, parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi des pénalités dans la course, parce que les gens n'ont pas le matériel. Souvent c'est devant, mais aussi les coureurs qui copient aussi les champions. Donc il faut donner l'exemple. C'est pas facile quand même. Non, c'est pas facile. Il y a un vrai souci parce que, par exemple, le matériel, en gros, il est vérifié quand on retire le dossard. Donc les mecs arrivent avec leur il y en a quand même beaucoup, faut le dire. Donc arrivent avec un sac quand même bien rempli avec du matériel. Et le lendemain prennent le départ. On imagine bien que l'organisateur va pas aller dans les 2000 sacs des participants vérifier le jour J sur la ligne de départ si tout le monde a tout. Donc il y a des gens qui prennent moins, qui se sont fait contrôler la veille avec le dossard, avec tout, et puis le jour du départ qui en prennent un peu moins parce que trop lourd, parce que ça je vais pas en avoir besoin, ça non plus. Et en effet, c'est souvent l'élite, malheureusement, et souvent tous les ans à l'arrivée, on se rend compte que les mecs arrivent sans sac, juste avec un porte-gourde, et ça râle derrière parce que, en effet, ils montrent pas l'exemple. Après, c'est aux participants de faire attention, de se dire que si l'organisateur exige ce genre d'équipement, c'est pas pour les embêter, mais c'est pour une vraie raison de sécurité. Parce que faut pas oublier que c'est des trails de haute montagne et qu'il y a des risques. La météo change assez vite, peut y avoir des grosses modifications. Et puis de montrer l'exemple, parce que même s'ils jouent la gagne, ils sont dans un souci de performance, donc d'être le moins lourd possible. Mais se dire que ils sont médiatisés et que derrière les retombées vont être énormes s'ils suivent pas l'exemple. Tout à fait. Et on voit des images encore du départ de ce matin, 4h du matin, il faut une petite fraîcheur, les météos s'annonçaient exceptionnels. On voit que les coureurs et coureuses ont quand même leur matériel, donc un sac à dos. Parfois aussi, c'est le contraire. On voit des gens porter des sacs énormes. Ouais. On est quand même aussi pareil dans une sorte de paradoxe, puisque l'ultra-trail et le trail, c'est plutôt l'ultra-trail, c'est un peu la semi-autosuffisance. Ouais. Et au bout du compte, est-ce qu'il faut faire beaucoup de ravitaillement ? Donc il faut trouver le compromis entre la sécurité des coureurs, parce que ça se popularise, ça se massifie. Bien sûr. Et d'un autre côté, il faut garder aussi à l'état d'esprit, que l'ultra-trail, c'est aussi se débrouiller un peu tout seul dans les sentiers, non ? C'est ça, oui. Et après, il y a une différence entre les pros qui sont souvent assistés et puis la personne lambda qui, lui, part avec son petit paquet pour toute la course et qui, en plus, passe la plupart du temps le double de ceux qui sont devant. Donc voilà, faut avoir en tête que
moi, mon impression sur le trail, c'est qu'on est plus ou moins toujours un peu déconnecté du chrono parce que ça dépend d'une année à l'autre, du parcours, des aléas de la météo, plus que sur un 10 km où là, par exemple, on va toujours faire le même chrono. Donc, faut se dire que le but de ce genre d'épreuve qui dure très longtemps, déjà, c'est d'être nous confortables, donc déjà d'avoir le bon matériel sur soi et en plus de pas se mettre en danger, ouais. Tout à fait, on l'a vu, on voit là les images magnifiques de cette file indienne avec les lampes frontales sur la montée du Brévent, 9 km 7 ce matin, avec une vue sur le Mont Blanc. Ça donne envie, non ? Ça donne envie et je pense que quand le soleil s'est levé, on voit les images, ils se sont régalés. Ouais, là, ils sont vraiment dans des conditions de rêve. Hein. Il fait super beau, tous les sommets sont dégagés. Voilà, là c'est dur, hein, mais je pense que le fait de voir les paysages, ça fait un bon coup au moral. Alors on va lancer la pub et puis on va se retrouver. Tu vas rester avec nous. Hein. On va se retrouver à la tête de course. On va retrouver la tête de course avec Alex Nicol certainement au plan de l'Aiguille. Donc voilà, pub.